This is Research in Progress, a podcast by the Research Office at the Graduate Institute. Je m'appelle Paul Lésus, je m'intéresse à l'histoire des études de communication animale. Donc je ne travaille pas directement avec des animaux, mais les personnes qui les ont étudiés. Je travaille donc en archives. Je travaille sur les années 60. C'est une période d'intense intérêt pour la question animale. Et j'essaie de voir les acteurs, est-ce qu'ils qualifient la communication animale justement de communication ou est-ce que ça devient un langage? Et là, le statut moral de l'animal change. Généralement, en histoire des sciences, on aime bien se concentrer sur les success stories, par exemple la biologie ou la physique ou les sciences qui marchent et qui continuent, ou au contraire des sciences qui n'ont pas perduré, la sociobiologie ou la paralinguistique. Et les cas un peu entre, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment des succès ni des échecs académiques, on a tendance à moins les regarder. La biosémiotique, elle tombe dans cette catégorie. C'est une science qui était toujours un peu à la marge, même si les acteurs pensent être au centre de la science. En histoire des sciences, on s'est bien souvent concentré sur les découvreurs, sur le fameux Great Men Histories, donc des grands acteurs qui ont fait des grandes découvertes. Maintenant, on a tendance à plutôt regarder, les structures sociales et économiques qui ont permis à ces gens d'arriver sur le devant de la scène et d'avoir de la visibilité. Par exemple, toutes les secrétaires qui ont travaillé. Je travaille sur les années 60, il y a beaucoup de travail de secrétariat derrière. Les personnes qui ont pas simplement créé les instruments, les hydrophones, les microphones, qu'on utilise, aujourd'hui pour écouter les animaux. Et puis également les animaux, en fait, en tant qu'acteur, en tant que tel. Maintenant, il y a une tendance à chercher, avec Éric Baratet notamment, que je salue, un chercheur français, faire de la biographie animale comme on a fait des biographies humaines. Alors bien sûr, on manque de sources, comment faire la biographie d'animaux. Et puis pour l'anecdote, je suis tombé sur une recherche qui s'intéresse au ressenti des baleines pendant 147 ans, et à travers la cire d'oreille. On prend la cire d'oreille des baleines quand elles stressent. Elles produisent du cortisol, elles produisent plus de cire, et puis un peu comme les cernes, les rayons d'un arbre, on peut voir les années où elles étaient anxieuses ou pas. Donc on peut rentrer dans la tête d'une baleine à travers, leur cire d'oreille, ce qui est, je trouve assez incroyable comme étude. Oui, tout à fait. Par exemple, ça peut rester dans la thématique, mais les dauphins, dans les années 60, on travaille beaucoup sur le sonar. Les années 30, on parle de la danse des abeilles. Les années 40, c'est l'écolocalisation avec les chauves-souris. Et puis les 60, voilà, il y a le chant des baleines qui devient un best-seller au niveau des ventes de disques. Et voilà, il y a aussi les émissions Flipper, et cetera. Je rentre pas dans la pop culture en tant que telle, mais c'était sur le devant de la scène, et notamment un chercheur assez connu, John C. Lilly, qui a reçu des financements de la NASA, parce que si on arrive à parler aux dauphins, peut-être qu'un jour on parlera aux extraterrestres. Donc ça a été financé par la NASA, c'est assez farfelu, d'autant que c'est les années 60 aux États-Unis, donc il y a passablement d'expériences de drogue, psychotropes, psychoactives, kétamine, LSD. Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant, je trouve. Alors, la surprise, c'était peut-être aussi de voir le nombre justement de secrétaires. Je travaille notamment sur un chercheur, hongrois qui travaille aux États-Unis. Je vois qu'il a eu au moins 15 secrétaires qui travaillent avec lui, donc il est vraiment pas tout seul, et pourtant il signe toujours ses papiers, Thomas Scheberck, qui sont par ailleurs très intéressants. Et voilà, il y a toute une équipe derrière, et je trouve que c'est intéressant de mettre en valeur. Ensuite, dans l'histoire animale, prendre le point de vue du dauphin, alors ça peut paraître un peu prétentieux, on rentre dans la tête de l'animal, mais au final, c'est intéressant parce qu'on comprend un peu mieux le ressenti. Dans un dauphin dans une boîte en verre pour le transporter, il voit très bien ce qui se passe, mais avec le sonar, il peut pas lire en fait la personne en face, donc c'est un sentiment assez, ambivalent, on peut pas vraiment comprendre ce qu'il pense. Ensuite, l'eau chauffe parce que son corps, il y a une certaine masse, donc l'eau devient plus chaude, il stresse, il peut pas, comprendre, si on nage avec un dauphin. J'ai pas eu cette chance, mais les personnes qui l'ont fait, décrivent un sentiment de vibration intérieure, parce que c'est presque un scanner en fait. L'animal peut sentir à l'intérieur vos organes et autres. Donc voilà, c'est ce genre de recherches, je trouve, qui sont assez passionnantes, parce que on manque de sources, mais en étant un peu créatif, on peut trouver des sources. Après, je dis pas que je suis particulièrement créatif, mais il y a des sources, typiquement, la cire d'oreille de baleine, voilà, je trouve ça assez fabuleux. Alors je suis tombé, à travers ma recherche, je suis tombé sur un chercheur, un professeur, au Missouri, Reginald Cockcroft, Rex Cockcroft, qui en 2014 a découvert pour la première fois des sons, en mettant un micro avec, laser dans son jardin, des sons de petits insectes, de petites cicadelles, des petits hémiptères, et qui font des sons extraordinaires, qui vibrent sur des plantes, qui utilisent un peu les plantes, comme un instrument, et puis l'air se propage en 2 dimensions et pas en 3, donc il y a des modalités incroyables. On a l'impression que ces petits insectes font des sons très graves, très aigus, et j'étais très surpris par ces sons, et je les ai envoyés à mon frère qui est musicien,
en demandant la permission au professeur d'abord, qui était ravi qu'on s'intéresse bien sûr à sa recherche et mon frère en a fait un album. C'est 34 sons d'insectes, qui on a vraiment l'impression que ce sont des instruments. Il en a fait, 9 morceaux et on a été produit par un label donc on est ravis. Non, de très, très mauvaises ventes, bien évidemment, malgré ma mère qui en a acheté, beaucoup évidemment, notre mère, mais non, non, les ventes, par contre, c'est vrai qu'il a eu pour l'anecdote, mais il a eu la bonne idée d'écrire au label, du point de vue de l'insecte. C'est-à-dire: «Bonjour, nous vibrons sur des plantes» et puis ça a surpris le label, je pense qu'ils reçoivent pas énormément de mails comme ça, même dans l'underground, c'était un peu particulier, quoi. En juin, si possible, en tout cas cette année académique, en juin 2026 si tout va bien. Et pour l'instant ça avance, mais effectivement on est vite distrait avec ce sujet parce que la communication animale et on tombe sur des chercheurs qui s'intéressent aux rêves des animaux. Comment on peut essayer de comprendre comment un animal rêve? Alors on voit les poulpes qui changent de couleur la nuit ou les yeux des oiseaux qui changent la nuit, puis on fait des corrélations avec ce que voit l'oiseau le jour. Donc on essaie de rentrer dans la tête de l'animal en dormant. Enfin je trouve ça, fabuleux. Toutes les recherches sur la perception des animaux, pourquoi le tigre est orange alors que c'est nul comme camouflage. Et on s'est rendu compte que c'est parce que ses proies le voient vert. Ses proies ont pas les photorécepteurs pour, elles ne le voient pas orange, elles le voient vert. Donc tout ce genre de choses, comme on est arrivé là, puis comme vous pouvez le constater, on se perd très facilement. Donc j'espère finir, dans les délais, cette année. Merci beaucoup. This is Research in Progress, a podcast by the Research Office at the Graduate Institute.